Oui, donc on va commencer cette réunion. Évidemment, on a tous vu comment ce matin la guerre a repris dans la bande de Gaza. La trêve qui avait commencé le 24 novembre a été interrompue par l'armée israélienne qui a aussitôt bombardé la bande de Gaza, en particulier le sud, là où s'étaient réfugiés plus d'1 million de Palestiniens chassés par l'armée israélienne du nord, dans la ville de Rafah, qui est à la frontière égyptienne, et dans le camp de Khan Younis, qui sont des endroits où déjà la population a été absolument démunie de tout, et là c'est une véritable catastrophe. En début d'après-midi, l'armée israélienne disait avoir frappé plus de 200 cibles, et le ministre israélien de la Sécurité nationale a déclaré dans un message sur X, l'ancien Twitter, pour le bien des enfants qui ne sont pas encore revenus, pour les personnes assassinées qui ne reviendront plus, pour que les horreurs du 7 octobre ne reviennent jamais, nous devons revenir et écraser Gaza de toutes nos forces. Je crois que ça marche pas là. Non. Détruire le Hamas et retourner... Tout le monde m'entend ou pas? Bon. Et retourner dans la bande sans compromis, sans accord, au maximum de notre puissance. Alors, Netanyahou et les dirigeants de l'armée israélienne avaient assuré qu'ils continueraient la guerre, que ce n'était qu'une... Oui. Les dirigeants israéliens avaient assuré qu'ils continueraient la guerre, que ce n'était qu'une pause. Et pendant les 7 jours de cette trêve, 110 otages ont été libérés par le Hamas et 240 prisonniers palestiniens l'ont été par Israël. Pendant ce temps aussi, de la trêve, l'armée israélienne aura pu reconstituer ses stocks de missiles et de bombes grâce aux États-Unis. Donc Israël poursuit sa guerre génocidaire, un plan de liquidation de la question palestinienne, avec le soutien plein et entier, quel que soit l'étalage hypocrite de leurs prétendues préoccupations humanitaires, des grandes puissances occidentales, en premier lieu les États-Unis. Et cette guerre, évidemment, pour la liquidation de la question palestinienne, elle est dans la continuité de toute son histoire, depuis sa création en 1948, et c'est cette histoire sur laquelle va revenir maintenant Christine, à qui je passe le micro. Alors, est-ce que là c'est la bonne distance? C'est parfait. Oui, l'État d'Israël mène une guerre permanente contre le peuple palestinien depuis sa création en 1947, après avoir chassé les Palestiniens de leurs terres. Et depuis, Israël a toujours cherché à repousser les frontières, ses frontières, à agrandir son territoire par la guerre, jusqu'à faire du territoire palestinien ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un territoire sous occupation, scindé en deux entre la minuscule bande de Gaza et la Cisjordanie, grignotée et réduite de moitié par la création de centaines de colonies juives, dont certaines sont devenues de véritables villes de plusieurs milliers d'habitants. Alors effectivement, il faut revenir en arrière pour comprendre les évolutions qui ont conduit à la situation actuelle, le génocide de la population de Gaza et la volonté de Netanyahou d'en finir avec le peuple palestinien. Alors l'origine de l'idée même d'un État juif remonte au XIXe siècle à Theodor Herzl, un juif autrichien qui était issu d'une famille bourgeoise et qui imagina la création d'un État pour que les juifs puissent échapper aux pogroms et aux persécutions antisémites dont ils étaient l'objet, en particulier en Europe. Et dès le départ, le sionisme de Herzl s'est défini comme religieux et colonialiste, puisque pour créer cet État en Palestine, sur la terre historique d'Israël, selon la religion juive, il suffirait d'organiser le transfert, c'est le terme de Herzl, des populations qui avaient le tort d'y vivre. Le sionisme à ses débuts était extrêmement minoritaire au sein du peuple juif, et il n'était pas écrit, loin s'en faut, qu'il aurait un jour un avenir.
Parce que beaucoup de juifs opprimés qui vivaient en Russie ou en Europe de l'Est au début du XXe siècle étaient des travailleurs qui étaient liés au mouvement ouvrier socialiste et qui voyaient leur émancipation dans celle plus globale de tous les travailleurs. Alors entre les deux guerres, les organisations sionistes ont favorisé l'installation de premiers colons juifs en Palestine en rachetant des terres aux grandes familles féodales arabes propriétaires, en chassant les paysans arabes qui les cultivaient. Et en 1936, la première milice juive armée, la Haganah, qui deviendra l'armée du futur État d'Israël, appuyait l'armée britannique. La Palestine était alors sous un mandat colonial britannique, anglais, dans la répression féroce d'un soulèvement populaire, une grève générale de 6 mois des travailleurs de Palestine, juifs et arabes, et un puissant soulèvement paysan. Et pour avoir l'appui de l'impérialisme anglais, le sionisme apporta son soutien actif dans le maintien de l'ordre colonialiste en Palestine. Mais de fait, le sionisme, il est resté un mouvement très minoritaire jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La création de l'État d'Israël en 1947 a été le produit d'une conjonction de facteurs à l'issue de la guerre. Le mouvement sioniste a trouvé sa légitimité dans la Shoah et les rescapés des camps de concentration qui étaient rejetés et qu'aucun pays ne voulait accueillir. Et donc le sionisme leur proposait un État pour en finir avec les persécutions et vivre enfin en paix et en sécurité. Et des dizaines de milliers de juifs se sont tournés en désespoir de cause vers les organisations sionistes. Des dizaines de milliers ont gagné la Palestine sans partager pour autant le projet des sionistes. Et au contraire même, beaucoup se réclamaient du socialisme et ils espéraient construire en Israël une société plus collective, plus égalitaire et espéraient vivre en paix avec les populations arabes qui y vivaient. Et la création d'un État juif a correspondu aussi au fait, à la volonté de l'impérialisme américain qui sortait grand vainqueur de la guerre, pour lui permettre d'avoir un allié dans la région pour contrôler les populations arabes environnantes, pour la défense de leurs intérêts stratégiques et économiques, et en particulier leur mainmise sur le pétrole. Et Israël allait devenir le gendarme du Moyen-Orient au profit des intérêts impérialistes américains. Donc le 29 novembre 1947, les puissances occidentales, sous l'égide de l'ONU, ont voté un plan de partage qui créait sur le territoire palestinien 2 États, un État juif et un État arabe. Mais contrairement à ce que prétendaient les sionistes, la Palestine n'était pas une terre sans peuple, pour un peuple sans terre, et pour asseoir l'État juif, les sionistes se livrèrent à un véritable nettoyage ethnique contre les populations arabes. Alors il y aurait eu de la place en Palestine pour que les 2 peuples puissent vivre en paix, dans le respect des droits de chacun. Ça aurait été l'occasion pour les pauvres de la région et les migrants rescapés de la Shoah de s'unir contre le colonialisme britannique et contre les dictatures arabes. Mais les dirigeants sionistes imposèrent à leur propre peuple et par les méthodes du terrorisme un État juif hostile aux Arabes. Alors les miliciens d'extrême droite de l'Irgun, qui étaient dirigés par Menahem Begin, qui deviendra plus tard Premier ministre, se livrèrent à des massacres comme au village de Deir Yassin, où ils massacrèrent 254 habitants, femmes, hommes, enfants, n'en gardant que quelques-uns pour les faire défiler captifs dans les rues de Jérusalem. 700 000 Palestiniens ont été expulsés de Palestine, et ce que le peuple de Palestine a appelé la Nakba, la catastrophe. Alors créer un État sioniste, c'était dresser un peuple contre un autre, et ça ne pouvait qu'attiser les haines, créer des affrontements et des guerres. Et l'État d'Israël est entré alors dans une guerre permanente contre le peuple palestinien, jusqu'au génocide en cours aujourd'hui à Gaza, pour atteindre son seul but, en finir avec ce qui est pour lui le problème palestinien. Et il est entré aussi dans une guerre contre les États arabes voisins, la Syrie, l'Égypte et la Jordanie, pour repousser toujours plus ses frontières
et gagner de nouveaux territoires. Alors ces États arabes, qui sont des créations complètement artificielles, hein, des impérialismes anglais et français, les vainqueurs de la Première Guerre mondiale qui s'étaient partagés les dépouilles du vaincu, l'Empire ottoman, étaient devenus donc après la guerre des États indépendants, hein, des monarchies réactionnaires dirigées par de richissimes dynasties féodales arabes qui exploitaient férocement leur peuple. Et ils vécurent du peuple palestinien spolié de ses terres. Hein, et même, ils se partagèrent la plupart des territoires qui devaient constituer l'État palestinien. Le roi Abdallah de Transjordanie annexa la Cisjordanie et l'Égypte, de son côté, prit le contrôle de la bande de Gaza. Et il n'y eut en fait jamais, hein, d'État palestinien. À l'issue de la guerre de 1948, puis de la guerre des 6 jours en 1967, avec le soutien direct militaire des États-Unis, Israël a repris aux États arabes le contrôle d'une partie de la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est, hein, la configuration qu'on connaît aujourd'hui. Alors, le peuple palestinien, hein, quant à lui, opprimé, persécuté, chassé de ses terres, eh bien, il grossissait de guerre en guerre les rangs des réfugiés des camps de toile, hein, qui se multipliaient dans les États voisins, en Jordanie, en Égypte et au Liban. Et dans les années 70, une jeune génération de Palestiniens, eh bien, était née et avait grandi dans ces camps. Elle n'avait connu que la captivité. Une génération grandie dans la misère, les humiliations et dont la révolte explosait, qui voulait lutter pour ses droits, mais qui se réclamait aussi d'une révolution de tous les opprimés arabes contre la domination de l'impérialisme et les dictatures arabes. Et des milliers d'entre eux entraient donc dans l'action politique, s'enrôlaient dans les organisations de combattants palestiniens et de leurs milices armées, hein, des organisations comme l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, qui a été créée en 1964, et sa composante la plus importante, le Fatah de Yasser Arafat. Et durant cette période révolutionnaire, hein, des années 60-70, où partout dans le monde, les peuples se soulevaient contre la domination coloniale, la révolte et la lutte du peuple palestinien ont constitué un ferment révolutionnaire dans tout le Moyen-Orient. Hein, tous les exploités et les travailleurs du monde arabe se reconnaissaient dans la lutte des Palestiniens. Et c'est la menace d'un embrasement révolutionnaire de la région qui poussa les dirigeants des États arabes à en finir avec le mouvement palestinien. D'abord, la Jordanie, hein, le 12 septembre 1970, le septembre noir, le roi de Jordanie, Hussein, lançait ses blindés et son aviation contre les camps de réfugiés, massacrant plus de 100 000 d'entre eux. Et la majorité des combattants palestiniens s'est alors réfugiée au Liban, où leur lutte alliée aux travailleurs et à la population pauvre du Liban se transforma en une véritable guerre civile, hein, contre les phalangistes des milices d'extrême droite libanaises, qui était la fraction la plus réactionnaire des classes privilégiées chrétiennes qui étaient au pouvoir au Liban, puis contre l'armée syrienne qui pénétra au Liban à leur rescousse en 1976. Et après les États arabes, Israël acheva de détruire les forces palestiniennes. En 1978, l'armée israélienne occupa le sud du pays jusqu'en 1982, hein, où en 1982, justement, plus de 100 000 soldats israéliens lancèrent une offensive sur Beyrouth, qui bombardèrent jour et nuit pendant des jours et qui a fait 30 000 victimes. La résistance palestinienne fut écrasée. Israël occupa le sud-Liban pendant 22 ans. Et c'est les exactions de son armée, la répression féroce, hein, qui ouvrirent la voie au Hezbollah. Alors, la direction bourgeoise nationaliste de l'OLP d'Arafat a été une impasse sanglante pour le peuple palestinien. Cette direction ne voulait pas de la fraternisation des peuples, ni d'une révolution. Son objectif se limitait à la création d'un État, hein, qui aurait pu représenter la bourgeoisie palestinienne aux côtés des autres bourgeoisies arabes. Elle aspirait seulement à être reconnue par les grandes puissances sur la scène internationale.
Et la question palestinienne, la reconnaissance de l'existence et des droits du peuple palestinien n'a pas été réglée à ce moment, où la vague des révolutions des peuples colonisés imposait aux puissances coloniales leurs propres États nationaux indépendants. Le peuple palestinien, il est resté un peuple sans État, spolié de ses droits et de ses terres. Mais pas plus les États arabes qu'Israël n'ont réussi à vaincre la résistance du peuple palestinien. L'occupation, les bombardements permanents des territoires occupés ne faisaient que renforcer la révolte et la haine et faire entrer dans la lutte les plus jeunes générations, de plus en plus jeunes. En 1987, la jeunesse affrontait l'armée israélienne sur les territoires avec des pierres. C'était la première intifada, qui veut dire le soulèvement, et qui fut réellement un profond soulèvement de l'ensemble de la population. Mais c'est à balles réelles que l'armée d'Israël répondait aux pierres, tuant des milliers de jeunes qui étaient pour beaucoup encore des enfants. Israël avait aussi à faire face à son propre peuple, qu'il avait transformé en peuple soldat. La population israélienne était ébranlée par la révolte de l'intifada. De jeunes soldats commençaient à refuser les atrocités qu'on les obligeait à commettre, à refuser de servir sur les territoires occupés. C'était les refusniks que l'État condamnait et jetait en prison. Alors, faute de venir à bout de la résistance du peuple palestinien, l'impérialisme américain va être contraint de faire le geste d'ouvrir des négociations avec les dirigeants de l'OLP. Et en 1993, donc, Clinton présidait à la signature des accords d'Oslo entre Arafat et le travailliste Yitzhak Rabin dans la perspective d'une solution à deux États, c'est-à-dire en fait un retour aux accords de 1947. Et en attendant, il crée l'autorité palestinienne, une autorité administrative palestinienne sans aucun pouvoir, sous la direction de l'armée israélienne. Or, ces accords, ils n'avaient pas d'autre objectif que de laisser planer l'espoir d'une solution de paix pour les Palestiniens, ce qui fait qu'ils ne furent jamais respectés, mais foulés aux pieds immédiatement par les dirigeants d'Israël, qui s'empressèrent d'intensifier la colonisation, donnant de plus en plus de poids aux colons religieux fanatisés et à l'extrême droite. L'autorité palestinienne, d'abord dirigée par Arafat, puis par Mahmoud Abbas, au service des intérêts de la bourgeoisie palestinienne, n'était qu'une administration corrompue dont la police collaborait avec l'occupant pour le maintien de l'ordre contre son propre peuple. Une autorité palestinienne qui est aujourd'hui complètement discréditée et honnie de la population palestinienne. Alors le terrorisme d'État d'Israël a continué de maintenir le peuple palestinien sous la pression permanente des bombardements, des humiliations, de la répression, a fait de Gaza la prison à ciel ouvert que l'on connaît, et la Cisjordanie, cette peau de léopard, comme on l'appelle, grignotée par les colonies des fanatiques orthodoxes juifs. Et les Gazaouis n'ont jamais cessé de subir des opérations militaires et des bombardements, les derniers en 2014, puis en 2019, qui ont fait des milliers de morts, des blessés et beaucoup de mutilés. Et c'est en réponse à la barbarie sioniste que se sont développés les courants réactionnaires islamistes, pour la plupart issus, comme le Hamas, de la confrérie ultra-réactionnaire des frères musulmans d'Égypte, qui s'alimentent de la misère et du désespoir des peuples pour imposer leur pouvoir, fondé sur la loi islamique, un pouvoir religieux réactionnaire qui exploite et pille les populations. Le Hamas a bénéficié, dès son origine, en 1987, en tant que parti politique, de la protection d'Israël, qu'il a laissé se développer pour affaiblir l'OLP, selon la politique bien connue des oppresseurs du diviser pour régner. En 2005, le gouvernement du général d'extrême droite Ariel Sharon, sous la pression d'une seconde intifada, fut contraint de retirer ses troupes de Gaza, d'y démanteler les colonies juives qui s'y trouvaient.
Et il laissa alors le Hamas écraser militairement l'OLP et prendre le pouvoir, c'était en 2007. Un pouvoir qui s'exerce contre la population de Gaza, contre les femmes, contre les syndicalistes et l'ensemble des travailleurs pour imposer son ordre théocratique, obscurantiste et réactionnaire. Le Hamas n'est que le produit hideux de la violence et de la barbarie de la domination impérialiste sur les peuples, de leur exploitation. Il est le produit du terrorisme d'État d'Israël, gendarme de ses intérêts impérialistes, mais aussi de l'absence d'un mouvement ouvrier, en particulier ici, dans les pays occidentaux, qui aurait pu offrir et qui pourrait offrir à tous les exploités une perspective d'émancipation. Mais quels que soient les dirigeants nationalistes, réactionnaires que s'est donné le peuple palestinien, nous le soutenons sans condition dans la perspective internationaliste de la fraternisation des peuples pour le socialisme, la seule issue à la faillite capitaliste et ses conséquences dramatiques pour les peuples et la planète, dont va maintenant nous parler Claude. J'arrive. Oui, je vais. Bon, oui, moi je vais reprendre justement au moment de cette trêve, ou plutôt de cette pause, comme tenaient à le dire les dirigeants de l'armée israélienne, parce qu'en fait, pendant cette pause, il n'y a pas eu de trêve pour cette propagande unilatérale, écœurante qu'on a vue depuis le 7 octobre, et bien avant, mais en soutien à Israël. Par exemple, on a vu beaucoup d'images des otages israéliens, de leurs retrouvailles avec leurs familles, et tant mieux pour eux, mais rien sur les milliers d'otages palestiniens, on pourrait dire, c'est-à-dire les 6000 prisonniers palestiniens qui étaient détenus en Israël, dont une grande partie sont détenus en détention administrative, c'est-à-dire sans aucun motif officiel, même aux yeux de la loi israélienne, et sont des enfants aussi, des mineurs. On a tous vu ceux qui rentraient, par exemple, après l'échange. Il n'y a eu pas trop d'images non plus sur les médias, je veux dire les médias aux ordres, quoi, les grandes chaînes de télé, etc., des ravages qui ont été faits par cette semaine de bombardements qui ont eu lieu sur la bande de Gaza, des places et des rues à Gaza qui ont été détruites jusqu'aux fondations, tous les hôpitaux, les écoles qui ont été détruits, y compris évidemment ceux qui servaient de refuge aux civils palestiniens. Et pas grand-chose non plus sur la Cisjordanie, parce que la trêve, elle n'était que pour la bande de Gaza. En Cisjordanie, tout a continué de la même façon, c'est-à-dire avec des pogroms de plus en plus fréquents des colons israéliens protégés par l'armée israélienne. Alors, je vais vous raconter un petit événement. Là, en Cisjordanie, il y a eu 240 morts, au moins depuis le 7 octobre. Mais un petit événement qui a eu lieu donc dans le gouvernement israélien, le 27 novembre, donc en pleine trêve, le ministre d'extrême droite des Finances, Smotrich, a obtenu du gouvernement une rallonge de 105 millions de dollars supplémentaires en faveur des implantations de colons en Cisjordanie. Ces 105 millions, ils se rajoutent à 941 millions de dollars qui ont été consacrés pour construire des infrastructures supplémentaires pour les colons israéliens en Cisjordanie. Et les 105 millions eux-mêmes sont destinés à équiper en équipement de sécurité les colons israéliens et créer des milices armées par le gouvernement israélien. Alors, dans une tribune publiée le 18 novembre dans le Washington Post, Biden avait écrit, et il le dit encore, il faut que les violences extrémistes en Cisjordanie, elles cessent. Et sans blague, il les menace, ces colons extrémistes, de ne pas recevoir de visa s'ils veulent se rendre aux États-Unis. On voit que ça va évidemment leur faire très peur, c'est évidemment une blague sinistre. Mais cet épisode, il est révélateur de l'hypocrisie des États-Unis,
Biden, comme son ministre des Affaires étrangères, Blinken, qui s'est rendu 3 ou 4 fois au moins là, les derniers jours, veulent se présenter sous des dehors humanitaires. Et en réalité, ils n'ont jamais appelé à un cessez-le-feu. Et les États-Unis ont voté contre toute résolution appelant à un cessez-le-feu à l'ONU. Il faut le dire, s'ils le voulaient, les États-Unis pourraient stopper immédiatement cette guerre. Il suffit qu'ils arrêtent de financer l'armée israélienne. L'armée israélienne, elle reçoit plus de 3,5 milliards de dollars chaque année depuis des années. Et là, le gouvernement américain a voté 14 milliards de dollars qui doivent servir à l'État d'Israël. Donc, Netanyahou, il sait qu'il est haï de la population, il sait que si la guerre finit, il devra partir, et il n'a pas peur de fâcher ses maîtres américains, puisqu'il sait que les États-Unis soutiendront Israël quoi qu'il arrive. Et c'est normal, quel meilleur allié peuvent avoir les États-Unis au Moyen-Orient qu'Israël? Oh, ils ont des bases américaines partout, hein, des bases de soldats. Ils en ont même au Qatar, où il y a la plus grosse base militaire américaine du Moyen-Orient, avec des milliers de soldats. Mais l'État israélien est leur meilleur gendarme pour le Moyen-Orient, comme l'expliquait Christine. Et dernière chose sur l'hypocrisie, c'est que cette trêve, finalement, enfin, elle n'est pas en contradiction avec les opinions de l'extrême droite. Enfin, je veux dire, l'extrême droite israélienne, elle est pas en contradiction. Je ne dirais pas qu'elle est au diapason, mais elle n'est pas en contradiction avec les sentiments des classes, des sphères supérieures, des classes dirigeantes, des classes possédantes. On le voit bien en Argentine, avec l'élection de Milei, on le voit aux Pays-Bas, où c'est l'extrême droite aussi qui a été élue. Et d'une certaine manière, il y a une même offensive réactionnaire partout dans le monde contre les travailleurs, les peuples, les jeunes, et cette guerre en fait partie. Alors, je voudrais montrer maintenant que cette guerre, elle s'inscrit dans une fuite en avant militariste et guerrière des États-Unis et de leurs alliés occidentaux, et dont on voit d'ailleurs les conséquences, qui est la croissance vertigineuse des budgets militaires et le développement de guerres ou la résurgence de guerres dans plusieurs endroits du monde. Biden, toujours dans cette tribune du Washington Post, c'était le 18 novembre, hein, il n'y a pas très longtemps, il dit « Aujourd'hui, le monde est confronté à un point d'inflexion, à un tournant. » Et il continue « Poutine et le Hamas se battent tous deux pour rayer de la carte une démocratie voisine. Poutine et le Hamas espèrent tous deux faire s'effondrer la stabilité et l'intégration régionale et tirer profit du désordre qui en résultera. L'Amérique ne peut pas laisser faire cela et ne laissera pas faire pour notre propre sécurité nationale et pour le bien du monde entier. » Et c'est écrit dans un des plus grands journaux américains et ça montre très bien quelles sont les perspectives de la classe bourgeoise américaine. La guerre d'Israël, en fait, accentue le tournant que constituait déjà la guerre d'Ukraine, qui a été relancée par, je dis relancée parce qu'elle avait commencé en 14, relancée par l'agression de Poutine contre l'Ukraine le 24 février 22. Mais on peut dire que la responsabilité de cette guerre, elle n'incombe pas au seul Poutine. En fait, dès que l'URSS a disparu, l'OTAN, le bras armé des États-Unis et des puissances occidentales, n'a pas cessé de travailler à l'encerclement de la Russie par l'intégration dans ses rangs des pays de l'Est. Et c'est au moment où l'OTAN, l'Union européenne, les puissances occidentales remettaient en chantier l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN en 2008 puis 2021 que Poutine a préparé son plan d'invasion de l'Ukraine. Les puissances occidentales qui armaient l'Ukraine et l'entraînaient depuis 2014 ont immédiatement réagi en formant une coalition d'une 50aine de pays contre la Russie. Et les pays européens, depuis 2022,
ont déjà déboursé 100 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine et les États-Unis eux-mêmes 70 milliards, dont 40 milliards d'aide militaire. Alors, ça paraît... la guerre d'Ukraine, nous on pense que c'est une guerre par procuration des États-Unis contre la Russie et que la population ukrainienne, elle leur sert de chair à canon, comme la population russe, les soldats russes servent de chair à canon pour les intérêts des oligarques et de Poutine. Et je cite encore Biden, parce que décidément c'est vraiment intéressant, il dit « Nous maintenons les troupes américaines à l'égard de cette guerre, en parlant de la guerre en Ukraine, en soutenant les courageux Ukrainiens qui défendent leur liberté et leur patrie. Nous leur fournissons des armes et une assistance économique pour stopper la volonté de conquête de Poutine avant que le conflit ne s'étende davantage. » Eh bien, dans ces 2 ans de guerre, il y a plus de 500 000 soldats qui ont été tués ou blessés dans chacun des 2 camps. Et ce sont les travailleurs, la population, ukrainiens et russes, qui paient ainsi la folie de leurs dirigeants, du tyran Poutine, comme de Zelensky et de ses commanditaires occidentaux. La guerre, d'autre part, c'est la continuité de la foire d'empoigne qui oppose les différents rivaux capitalistes pour l'accaparement des richesses, l'offensive aussi des USA pour maintenir leur hégémonie mondiale alors qu'elle est menacée par la montée des puissances émergentes. Les sommets dirigeants des vieilles puissances impérialistes sont poussés à cette fuite en avant guerrière parce que aussi il s'agit de sauvegarder leur système. Leur monde, il prend l'eau de toutes parts, aussi bien sur le plan économique, depuis la crise de 2007-2008, aussi bien sur le plan de la crise écologique, la crise climatique. On va avoir encore un exemple de complète impuissance des États capitalistes contre cette crise. Et pour eux, c'est un moyen de soutenir l'économie, l'économie capitaliste, les industriels de l'armement, et un moyen de disputer leur part des richesses extorquées au peuple, aux travailleurs, à leurs rivaux. Et cette guerre, au final, même si elle se mène, par exemple, aujourd'hui contre la Russie et peut-être demain contre la Chine, eh bien, en réalité, elle est toujours elle se fait toujours contre les peuples. Alors juste sur la guerre en Israël, pour revenir là-dessus, encore dans la tribune du Washington Post, Biden notait qu'il avait rencontré Netanyahou quelques semaines auparavant et qu'ils avaient discuté d'un grand plan pour le Moyen-Orient. Je n'ai pas trop le temps de le citer, mais d'un grand plan pour le Moyen-Orient avec un corridor économique qui passerait de l'Europe à l'Asie. Et c'est le même plan qu'avait aussi défendu Netanyahou à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 2022, avec une carte d'où avait disparu tout territoire palestinien. Et en fait, leur objectif, c'est celui-là, liquider la question palestinienne. Alors Biden, lui, dit il faut une solution à 2 États, c'est-à-dire avec une autorité palestinienne qui, à terme, aurait la gestion de Gaza et de la Cisjordanie. Mais comme l'a dit Christine, cette autorité palestinienne, elle est complètement fantoche. Elle est sous la mainmise de l'État d'Israël. Pour Netanyahou, par contre, c'est une liquidation physique. C'est-à-dire que la guerre qui se mène et dont on va voir les ravages dans les jours qui vont venir, eh bien, elle va aboutir à vraiment un carnage qu'on n'a jamais vu. Et un plan qu'ont le gouvernement israélien, c'est de faire partir les Palestiniens dans le Sinaï, sur le territoire de l'Égypte. Bon, c'est pas encore fait, mais c'est ça leur plan, c'est-à-dire d'évacuer toute la population palestinienne de la Palestine. Alors, le soutien aux Palestiniens, évidemment, c'est aussi une lutte contre la guerre d'Israël et contre la guerre tout court. Et dans les classes dirigeantes, la logique de la fuite en avant guerrière et militariste est complètement lancée, hein, on le voit bien ici. Leur propagande
s'emparent de leur propre cerveau. Il y a une espèce de fuite en avant là-dedans qui fait que la plupart des commentateurs politiques sont engagés dans le militarisme avec une espèce de méthode couée, quoi. Ils se convainquent eux-mêmes. Par contre, avec l'agression russe contre l'Ukraine, ils avaient une matière en or pour émouvoir les populations et faire croire au récit d'une guerre de libération de la population ukrainienne, qui marche beaucoup moins maintenant, hein, ce récit, parce qu'on voit bien les ravages que ça cause, mais avec la guerre israélienne, c'est beaucoup plus difficile. 15 000 morts pour éliminer le Hamas, et 15 000 morts, c'est bien en deçà de la réalité, et bon, bien sûr. Et donc, l'ampleur des mobilisations qu'il y a aujourd'hui contre cette guerre, aussi bien dans les pays arabes que dans des citadelles des vieilles puissances impérialistes, eh bien, c'est aussi une révolte contre la guerre en général. Il y a une conscience plus ou moins claire que se battre contre cette guerre, c'est aussi se battre pour un autre avenir pour le monde que la guerre. Et évidemment, pour les Israéliens et les Palestiniens, il n'y a que le renversement de l'État théocratique d'Israël et le renversement des pouvoirs aussi des pays arabes, des dictatures des pays arabes, et aussi l'indépendance politique par rapport au Hamas qui peut changer les choses. Alors ça paraît lointain, mais c'est la perspective qu'on défend, l'idée d'une Palestine binationale, parce que démocratique, laïque, permettant aux deux peuples de coexister pacifiquement, en restituant tous leurs droits aux Palestiniens et en respectant le droit des Israéliens à rester sur cette terre qui est aujourd'hui, malgré tout, la leur. Et ça, évidemment, eh bien, ça met la révolution à l'ordre du jour. Bon, en Israël et en Palestine, on n'y peut peut-être pas grand-chose nous-mêmes, mais en France, on a une responsabilité particulière, parce que notre gouvernement, qui est partie prenante des deux guerres, il a une responsabilité dans la guerre d'Israël. Et quand on mène la lutte, et quand on manifeste, malgré la répression qu'il y a, et les interdictions, etc., et quand on mène la lutte contre la guerre d'Israël, eh bien, c'est une façon aussi de lutter pour les droits sociaux et démocratiques, pour la libération de l'exploitation capitaliste. Et c'est ça qui peut permettre notre avenir, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment, qu'on travaille vraiment à ce qu'une fraction des travailleurs, de la population, de la jeunesse, soit indépendante du nationalisme. Les travailleurs n'ont pas de patrie, disait Marx. Bon, travailleurs de tous les pays, unissons-nous. C'est la seule perspective qui peut arrêter la barbarie qui est en cours. On m'entend. Ah oui. Bon, bah, du coup, bonsoir. Je vais faire une dernière interve toujours sur la même chose, mais un peu axée sur l'actualité, sur ce qui se passe en France, mais aussi un petit peu ailleurs. Du coup, on en a déjà parlé, ça fait presque déjà 2 mois que l'État d'Israël bombarde Gaza, et que le peuple palestinien il garde la tête haute, alors que tous les gouvernements du monde apportent leur soutien à son oppresseur, l'État d'Israël, et que les États arabes alentours, ils l'abandonnent une fois de plus, bien qu'ils soutiennent, quand ça les arrange du moins, la cause palestinienne par pure démagogie. Et depuis le début du massacre, en octobre, il y a quand même une indignation assez générale qui s'en est suivie dans beaucoup de pays, et du coup dans le monde entier, y compris en France, de façon un peu plus timide pour le moment, et malgré des interdictions initiales de notre gouvernement à manifester, il y a des manifestations qui ne désemplissent pas de semaine en semaine pour réclamer que cesse ce massacre. Gaïa en a déjà un petit peu parlé juste avant, de cette espèce de trêve humanitaire qui a démarré vendredi dernier et qui s'est terminée pour aujourd'hui, qui a duré 5 jours du coup, et qui a quand même permis d'accéder à des photos et des vidéos qui montrent les images d'un massacre d'une ampleur inouïe, dont la logique elle ressemble beaucoup à celle d'un génocide, on en parle de plus en plus. Il y a plus de 15 000 habitants qui ont trouvé la mort sous les bombes, dont quasiment une moitié d'enfants. Des hôpitaux ont été détruits, et ceux qui tiennent encore debout, ils ont du mal à fonctionner, faute de carburant et d'électricité. Et près de la moitié des bâtiments de Gaza seraient en ruine.
Comme l'ont dit les camarades, cette trêve, en fait, c'était loin d'être un moment de répit pour la population de Gaza, ni même l'occasion pour l'État israélien d'aller libérer les otages du Hamas, dont il se fiche clairement. Si l'État d'Israël il a accepté cette trêve, en fait, après d'ailleurs pas mal de tergiversations, c'est bien parce qu'il était certain de pouvoir reprendre le massacre ensuite. Toutes les trêves, les pauses, les prétendus cessez-le-feu qui peuvent être réclamés par nos dirigeants comme Macron avec des larmes de crocodile assez hypocrites, ou négocier sous l'égide de l'ONU, c'est pas la paix. C'est qu'un intermède au mieux entre deux massacres, avec une situation qui là, en l'occurrence, est terrible pour les civils palestiniens, qui sont enfermés dans un cimetière à ciel ouvert où ils n'ont pas accès aux soins, à l'eau, etc. Donc ce que les Palestiniens exigent, avec l'appui des manifestants du monde entier évidemment, c'est l'arrêt immédiat et définitif des bombardements. C'est l'arrêt des vols de terre et de maisons en Cisjordanie par des colons armés qui sont protégés par les forces de l'État israélien. Et c'est l'arrêt de la répression aussi contre les militants israéliens, juifs et arabes qui osent protester contre les massacres et la colonisation. Je ne vais pas trop revenir sur l'histoire puisque les camarades en ont déjà parlé, mais voilà, le sionisme aujourd'hui, 130 ans après son fondateur Theodor Herzl, il porte toujours son projet nationaliste de départ. Donc la colonisation du territoire palestinien avec l'appui des grandes puissances impérialistes qui se partagent le monde. Et il est bien loin d'avoir créé le havre de paix dont rêvaient de nombreux juifs qui ont émigré en Palestine après les atrocités de la Seconde Guerre mondiale. En fait, année après année, la politique des dirigeants israéliens, elle creuse un fossé de sang entre les populations israéliennes et palestiniennes. Et aujourd'hui, cette politique nationaliste et raciste, elle aboutit à un massacre sans nom qui permet à l'État d'Israël d'accélérer le processus de colonisation, on voit ce qui se passe en Cisjordanie, avec aussi l'accélération des exactions, etc. Les puissances impérialistes occidentales, elles sont donc aussi responsables de cette situation intolérable et du massacre du peuple palestinien. L'État d'Israël, en fait, il joue, comme l'ont expliqué les camarades, le rôle de sous-traitant des États-Unis, de gendarme un peu, des États-Unis entre autres, et de gendarme de l'ordre impérialiste occidental dans une région qui est riche en pétrole. C'est pour cela qu'aujourd'hui, plutôt que de retenir en fait le bras de l'armée israélienne, ce qu'il pourrait faire, Biden il amène plutôt son armada au large de Gaza pour la soutenir. Et c'est pour cela aussi que tous les gouvernements des puissances impérialistes, des États-Unis, mais aussi des puissances européennes, la France, etc., qui s'autoproclament démocratiques, défendant la paix, tout ça, ils soutiennent l'État d'Israël et ils soutiennent ce crime contre l'humanité qu'ils savent pourtant dénoncer quand la situation les arrange, comme la copine en a parlé en Ukraine par exemple. Donc l'impérialisme occidental, d'ailleurs, il a bien d'autres régimes corrompus comme alliés indéfectibles dans la région. Il y a notamment l'Égypte du dictateur Al-Sisi ou la monarchie théocratique d'Arabie Saoudite, pas très loin. C'est pas une question d'origine en fait, tout ça, c'est pas non plus une question de religion juive, musulmane, etc. Et c'est encore moins une question de race, c'est en fait une question de concurrence capitaliste dans cette région stratégique qu'est le Moyen-Orient. Et une région où en fait les intérêts des grandes puissances et des gouvernements et des bourgeoisies qui sont très corrompus se disputent sur le dos et la vie des populations locales. Ici, notre gouvernement il tente de faire passer un peu pour des antisémites tous ceux qui dénoncent cette situation et qui expriment une colère légitime, que ce soit dans la rue, dans les manifs, sur les réseaux, etc. D'où l'appel, le 12 novembre, vous en avez sûrement entendu parler, à une grande marche contre l'antisémitisme, qui est en fait une opération douteuse, qui visait à faire concurrence aux manifestations de soutien au peuple palestinien et à renforcer les divisions et l'amalgame suivant, défendre le peuple palestinien et dénoncer la politique de l'État d'Israël, dénoncer le sionisme, c'est être antisémite. La préfecture de police, elle a même rédigé des arrêtés d'interdiction des manifs au début du mouvement qui accusaient entre autres le NPA, notre organisation, d'être antisémite. C'est cette préfecture qui a pourtant organisé la rafle du Veldiv pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait acheminer au total 75 000 juifs de France vers les camps de la mort, dont 11 000 enfants. C'est cette préfecture dont le personnel n'a pas changé non plus à la Libération, après la Seconde Guerre mondiale, à l'image du fameux Maurice Papon, qui a ensuite été responsable du massacre de centaines d'Algériens qui ont été jetés dans la Seine par les flics le 17 octobre 1961. Donc contrairement à ce que veulent nous faire croire le Rassemblement national, notre gouvernement, l'antisémitisme, il n'est pas l'apanage des jeunes des cités, des populations d'origine maghrébine, arabe, ni de tous ceux qui élèvent la voix et se mobilisent contre le massacre du peuple palestinien. L'antisémitisme traditionnel, idéologique, il a été avant tout porté par l'extrême droite et depuis bien longtemps. Alors, marcher avec des représentants du Rassemblement national, avec tous les héritiers de Pétain, dont notre cher Macron qui fêtait la mort du maréchal en 2018, c'est en fait bien la pire des façons de lutter contre l'antisémitisme.
Au contraire, cette démagogie infâme, elle fait que renforcer en fait l'antisémitisme et les divisions en faisant croire qu'il faudra absolument choisir un camp, celui des Juifs ou celui des Arabes et des Palestiniens. Et ce, alors même que de nombreux Juifs se mobilisent de par le monde, notamment par exemple aux États-Unis, pour dénoncer la politique de l'État d'Israël et le sionisme. Il y a d'ailleurs eu une manifestation le samedi 18 novembre contre la guerre dans la bande de Gaza, en Israël, à Tel Aviv, où des centaines de citoyens juifs et arabes se sont réunis pour exprimer leur colère face à ce qui se passe. Bon, et en même temps qu'ils prétendent dénoncer l'antisémitisme, notre gouvernement et les médias bourgeois, ils affichent un racisme anti-arabe complètement décomplexé, ça y va à tout va. Ce qui montre qu'ils portent bien tout cela à la fois, l'antisémitisme, qu'ils instrumentalisent à leur guise sans se soucier des conséquences en fait sur les populations juives, le racisme anti-arabe, bref, toutes ces idées réactionnaires qui font tenir la société pourrie qu'ils défendent, qui est basée sur l'exploitation, sur le profit d'une minorité sur le dos et les vies des autres. La lutte contre le racisme, elle ne doit pas se diviser. Au NPA, on lutte évidemment contre l'antisémitisme, qui est un vrai poison, et aussi contre le racisme anti-arabe, comme contre toutes les formes de racisme en fait. Et on fait ça aussi pour empêcher les divisions au sein de notre camp, le camp des travailleurs, des travailleuses en lutte contre cette société capitaliste, ses guerres et ses massacres, et en l'occurrence contre le massacre du peuple palestinien. Et en ce moment, Macron et son gouvernement, ce qu'ils veulent surtout éviter, c'est que la mobilisation elle grandisse, comme ça a pu être le cas à Londres avec des manifestations avec 300 000 personnes, ou encore aux États-Unis où les campus sont en ébullition. Un autre mensonge éhonté et cynique qui est utilisé par l'État israélien et ceux qui le soutiennent, dont la France, pour justifier ce massacre, c'est qu'il s'agirait d'une opération antiterroriste pour la défense du peuple palestinien. En gros, tout serait la faute du Hamas, et les attentats, qui sont certes tragiques, du 7 octobre, justifieraient le massacre du peuple palestinien. L'armée israélienne, en fait, on n'est pas dupe, elle combat pas seulement le Hamas, elle combat en fait le peuple palestinien tout entier, et ce depuis la création de l'État d'Israël, comme Christine est revenue dessus, bien avant la création du Hamas. C'est évidemment l'État israélien qui est le premier responsable de la situation en Palestine, à Gaza, et qui est responsable aussi de la montée du Hamas, comme l'a expliqué Christine. C'est bien l'État d'Israël qui est responsable de 75 ans de colonisation, d'exactions envers les peuples palestiniens, qui ont creusé un vrai fossé de sang entre les populations palestiniennes et israéliennes. En fait, en ce moment, l'État d'Israël, il n'est pas en train de détruire le Hamas, il détruit Gaza, il bombarde les hôpitaux, il massacre les enfants, et il renforce au contraire l'emprise du Hamas sur la population, puisque le Hamas, en fait, il profite de cette situation terrible pour gagner un peu d'autant plus en crédit, en se présentant un peu comme la seule résistante, armée, intransigeante, contre tout ça, quoi. Malgré son déficit militaire qui est clair et net. On serait même tenté, en fait, ici en France, des fois, de soutenir le Hamas par opposition à l'État israélien d'une part, et par solidarité, du coup, avec la résistance palestinienne. Pourtant, comme on en a déjà parlé avant, la lutte et la résistance du peuple palestinien, elle ne se résume pas du tout à la politique du Hamas. Le Hamas, c'est un petit appareil d'État rentier, dont les dirigeants trouvent leur compte à la situation en Palestine, entre autres les quelques millions, par exemple, que leur verse l'État du Qatar, et qui n'ont en fait aucun intérêt à ce qu'elle change en profondeur, et qui d'ailleurs n'hésitent pas à écraser la population de Gaza par une politique d'austérité et de répression. Mais en même temps, ils doivent continuer à donner des gages de résistance armée pour pas perdre définitivement la légitimité qu'il leur reste. En mai 2021, il y a eu une grève en Palestine, la grève pour la dignité, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui a montré une perspective bien différente. Cette grève générale, elle a été lancée par des comités populaires et des organisations de la jeunesse palestinienne, suite à une attaque israélienne sur Gaza qui avait fait plus de 200 morts en pleine vague d'agressions anti-palestiniennes à Jérusalem. Et cette grève, elle a pour la première fois été suivie à Gaza, en Cisjordanie, et par les réfugiés des pays voisins, mais aussi par les travailleurs et les travailleuses arabes d'Israël. Ce mouvement du peuple palestinien contre l'occupation israélienne, mais aussi contre les élites corrompues du Fatah, donc de l'Organisation de la Libération de la Palestine, et du Hamas, a été d'ailleurs réprimé conjointement par l'armée israélienne et par l'autorité palestinienne. Bon, évidemment, dénoncer les organisations comme donc le Fatah, l'OLP, le Hamas, comme on a pu le faire pour ce qu'elles sont, ça signifie pas évidemment renvoyer dos à dos ces organisations avec l'État colonialiste d'Israël, qui est bien la force dominante à l'origine même de cette oppression. Mais en gros, ce qu'on veut dire, c'est que ni le programme du Fatah, ni celui de son concurrent islamiste qui est le Hamas ne permettront en fait aux classes populaires palestiniennes de s'en émanciper. Au contraire.
Ismaël Haniyeh, qui est le leader du Hamas, il se réjouit en ce moment cyniquement, depuis son refuge doré du Qatar, du nombre de Palestiniens qui tombent en martyrs. Comme quoi, en fait, la lutte des classes, elle bat son plein, même sous les bombes, et même sous l'occupation. Les millionnaires corrompus du Ramallah, les dirigeants du Fatah et du Hamas, qui s'engraissent en prélevant leurs dîmes sur les péages et en détournant l'argent des services publics, ils sont autant palestiniens que les travailleurs et les enfants de Gaza qui en ce moment subissent les attaques. Mais en fait, ils n'ont pas la même vie, ils n'ont pas les mêmes aspirations, et ils défendent certainement pas les intérêts de la population palestinienne dans son ensemble. La lutte contre l'oppression nationale, elle n'est pas du tout séparée de la lutte des classes. On sait, en fait, on ne sait pas, je pense, forcément ce que serait la meilleure solution actuellement pour que cohabitent les populations juives, palestiniennes, en paix. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont les révoltes des travailleurs, des travailleuses et de la jeunesse qui peuvent se transformer en véritable révolution dans cette région et qui sont les seules porteuses de perspectives, à la fois pour en finir avec les oppressions et en même temps pour en finir avec la pauvreté et l'exploitation. Le capitalisme, c'est une société qui repose sur l'exploitation sans merci des uns pour enrichir une petite partie de l'humanité et qui porte en lui les guerres, les massacres et les génocides. Le capitalisme, c'est les méthodes industrielles en fait, qui sont appliquées à l'exploitation des travailleurs et qui sont aussi pratiquées dans les massacres liés aux oppressions nationales et religieuses qu'il entretient. On va pas citer, je vais pas citer une liste d'exemples, mais au XXe siècle, il y a eu la Seconde Guerre mondiale et le génocide juif, il y a eu la guerre du Vietnam, la guerre d'Algérie, le génocide de Tutsi au Rwanda, etc. Et aujourd'hui, le massacre du peuple palestinien qui se fait lui aussi sous l'égide des puissances impérialistes et avec leur aval, leur soutien, tout ce qu'on veut. Mais face à cette société pourrie, face aux exploiteurs et à leurs forces militaires, il y a la force des travailleurs et des travailleuses, il y a leur nombre, leur place dans la production, vu que c'est eux qui font tout tourner de leurs bras. C'est contre les luttes des travailleurs d'ailleurs que les gouvernements, les patronats, ils redoublent d'efforts pour diviser, pour ériger des murs au sens propre et au sens figuré. Face à ces manœuvres, on se doit de défendre la fraternisation entre tous les exploités. Pas la fraternisation pacifiste qui recommande aux opprimés de rester sagement à leur place, pas non plus la fraternisation du genre Macron qui donne la main à Marine Le Pen pour une union nationale raciste, anti-ouvrière à vomir et qui d'ailleurs est plutôt ratée. Mais la fraternisation dans la lutte commune contre l'exploitation, contre le capitalisme et contre toutes les oppressions. C'est possible ici, on y a goûté un peu pendant la lutte contre la réforme des retraites, et c'est bien sûr possible aussi au Moyen-Orient comme dans toutes les régions du monde, l'histoire l'a prouvé. Les révolutions arabes, elles ont éclaté il y a moins de 12 ans en Tunisie avant de se propager largement dans le Maghreb et dans le Moyen-Orient. Et plus récemment, en 2020, le Liban il a connu un vaste mouvement de la jeunesse et des travailleurs qui exigeait la fin des inégalités et du système confessionnel, qui exigeait une vraie démocratie et la fin de la corruption de l'élite richissime du Liban. Mais même dans cette région du coup, où les grandes puissances elles manœuvrent depuis plus d'un siècle pour encourager les divisions religieuses et nationales, les classes populaires elles parviennent, dans la chaleur des luttes qu'elles mènent, à se dégager de ces préjugés et à retrouver le chemin de perspectives communes pour un monde débarrassé de l'exploitation et des oppressions. Donc, prenons part dans le mouvement de solidarité avec la lutte des Palestiniens, et prenons-y part en y défendant clairement nos perspectives communistes et internationalistes. Et d'ailleurs, c'est un enchaînement un peu précipité, mais c'est l'occasion d'en parler, c'est qu'on compte justement défendre ces perspectives, notamment aux élections européennes aussi, parce que l'internationalisme, ça passe aussi par la lutte contre l'Europe des barbelés, contre les frontières, pour la défense de la liberté de circulation, pour l'accueil inconditionnel des migrants, la régularisation de tous les sans-papiers, etc. Du coup, on a décidé de se présenter en tant que NPA, pas parce qu'on pense que les institutions bourgeoises et électorales, elles peuvent changer les choses, comme ce que veulent nous faire croire l'AFI, les Verts, etc., ni pour avoir un discours dégueulasse, raciste, comme le RN le fait, mais pour donner de l'écho à notre voix et pour défendre des perspectives de lutte en opposition au gouvernement, aux capitalistes et à l'extrême droite. Ce qui se passe en Palestine, la question de l'immigration, des frontières, des salaires, des retraites, de l'hôpital, de toutes les oppressions, tout ça on veut pouvoir en fait en discuter largement autour de nous, porter notre voix, et on pense que ce sera l'occasion de le faire pendant ces élections. Pour défendre une opposition ouvrière et populaire à tout ça. Donc y a une très belle boîte à l'entrée du meeting. N'hésitez pas à faire une souscription si vous voulez nous soutenir
pour qu'on puisse participer et défendre toutes ces positions.